9 nouveaux témoignages révélés en début de semaine dans un rapport d'Emmaüs, le troisième depuis les premières révélations contre les agissements de l'homme d'église il y a 6 mois, des faits d'agression sexuelle, de viol, d'inceste qui portent à 33 le nombre de témoignages contre l'abbé Pierre. Et pour RMC ce matin, l'une de ses victimes a accepté de témoigner. Elle s'est confiée au micro de Guillemette Franquet. Cette femme qui préfère rester anonyme était salariée d'Emmaüs International à partir des années 70. Elle explique que c'est à cette période qu'elle est agressée une première fois par l'abbé Pierre. Je croise l'abbé Pierre au pied d'un escalier et il me tripote le sein gauche et il pose sa tête sur mon épaule gauche. Et je me souviens ne pas avoir réagi, ni bougé, ni parlé. Il n'a pas dit un mot non plus. Plus de 10 ans plus tard, l'abbé Pierre tente, dit-elle, de nouveaux attouchements. Aujourd'hui, elle veut séparer l'homme, l'agresseur, de ses bonnes œuvres, mais elle reste encore dans l'incompréhension. Comment est-ce que l'abbé Pierre il a pu commettre des choses pareilles et pas qu'une fois en passant? Encore un témoignage terrifiant pour sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux de France. Elle dénonce une conspiration du silence et souhaite désormais un travail d'enquête. Essayer de comprendre les responsabilités des institutions, en fin de compte, ecclésiastiques et d'Emmaüs, et peut-être bien les autorités de l'État. Chacune a trouvé son compte au silence. Pour moi, là, il y a quelque chose à aller voir. Il faudrait, selon elle, que l'Église et Emmaüs analysent leurs archives et repèrent les dysfonctionnements pour que cela ne se reproduise plus. Bonjour, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour Apolline, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes le président de la Conférence des évêques de France, la parole de l'Église ce matin. D'abord, votre réaction lorsque vous avez appris ces nouvelles accusations. Ça porte à 33 témoignages effrayants contre l'abbé Pierre. Et en plus, il y en a d'autres qui sont présumés, non encore complètement vérifiés. Donc ma première réaction, c'est l'horreur, vraiment, l'émotion. Et puis c'est de penser à ces personnes victimes qui ont parlé, qui nous racontent des choses vraiment effroyables, qui nous font à chaque rapport du cabinet, on franchit un seuil dans la découverte de ce que l'abbé Pierre a pu faire et du sorte de système qu'il semble avoir construit. Et donc ma première action, c'est vraiment de partager l'horreur des victimes quand elles repensent à ce qu'elles ont vécu, quand elles le racontent. Et on a entendu dans les différents documentaires qui ont été diffusés sur BFM TV, sur BFM et sur France 2 hier. Vraiment, on sent leur douleur et ce qu'elles ont porté pendant des années. Donc maintenant, elles peuvent parler. Et ça, c'est un moment très important. Il y a eu sur l'abbé Pierre des dizaines de biographies, il y a eu je ne sais combien de films, et toutes ces victimes n'ont pas pu parler, n'ont pas pu être entendues. Et ça, c'est une question que nous devons tous collectivement nous poser. Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas pu parler jusqu'à maintenant? Ou parce qu'apparemment certaines ont parlé, elles n'ont pas été entendues. Et quand vous dites « nous », est-ce que vous dites l'Église? Est-ce que vous estimez que l'Église a une forme de responsabilité, et laquelle? En tout cas, l'Église, ce qui est certain, c'est que dans les années 55-57, on commence à savoir des choses sur le comportement sexuel de l'abbé Pierre. Il inquiète beaucoup. Mes lointains prédécesseurs essaient de faire des choses pour le limiter. Il est éloigné dans une clinique en Suisse. On essaie de limiter ses interventions. On essaie de prévenir l'autorité qu'il ne faut pas le mettre en avant. On l'envoie en Suisse dans une clinique parce qu'on pense qu'on peut le guérir. C'est peut-être une époque dans les années 60 où on croit qu'on peut guérir à travers des chocs électriques, ce genre de comportement. Mais l'abbé Pierre échappe à tout cela. Et ça, dans les archives dont j'ai demandé en septembre qu'on les ouvre aux journalistes et à la commission d'enquête historique que Emmaüs avait annoncé constituer. Dans ces archives, on voit bien comment l'abbé Pierre échappe toujours à toutes les mesures que l'on prend. Mais quand je dis nous, ça veut dire collectivement la société. L'abbé Pierre a été un personnage public. Il a été 16 ou 17 fois la personnalité préférée des Français. Il a largement vécu en dehors de tout cadre strictement ecclésial. Hein. Pendant des années, il n'a pas habité dans un presbytère, il n'a pas habité dans un lieu d'église. Donc le nous est beaucoup plus global. Il a circulé dans beaucoup de mais cercles. évidemment, vous représentez, Éric de Moulin-Beaufort, l'Église de France. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'Église a une forme de responsabilité? En tout cas, je considère qu'il faut aller jusqu'au bout de la vérité qui doit être faite. Ça veut dire Et c'est quoi? pour ça que j'ai demandé, après en avoir parlé avec les 2 vice-présidents de la Conférence des évêques, j'ai écrit un signalement au procureur de Paris pour lui demander de réfléchir à ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre
un avocat nous a expliqué qu'il était possible de le faire de manière à ce que on puisse enquêter sur d'autres victimes, sur d'éventuels complices, et puis sur des non-dénonciations, de manière à ce qu'on puisse avoir la vérité. Parce que le parquet a des moyens d'investigation qu'une commission d'enquête historique, comme celle qu'a réunie Emmaüs et qui est nécessaire aussi, mais une commission d'enquête historique n'a pas de moyens Vous d'investigation. saisissez donc, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, la justice. J'ai saisi la justice. Nous le faisons d'ailleurs, nous, dans nos diocèses. Nous avons signé des protocoles avec les parquets. Et souvent, les procureurs demandent que, même lorsqu'un prêtre est décédé, si nous recevons des accusations, ils demandent qu'on leur fasse connaître de manière à ce qu'ils puissent enquêter, eux, de leur côté, s'ils le jugent nécessaire. Donc la même règle s'applique aussi pour l'abbé Pierre. Est-ce que vous estimez qu'il y a un problème plus global dans l'Église, avec les hommes d'Église? Est-ce que vous vous dites que la question de la chasteté, la question du vœu de chasteté, est-ce qu'il y a une obsession Écoutez, sur la question sexuelle? ce que l'on découvre de l'abbé Pierre montre disons, je ne sais pas s'il faut appeler ça une immaturité, en tout cas un comportement sexuel qui n'aurait jamais été résolu qui n'aurait jamais été résolu par le mariage ou par aucune autre. Pour vous, ça dépasse largement la question du célibat ou de la chasteté. Le sujet, c'est ce que nous avons mis à jour, ce que la SIAZ a mis à jour, la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, voulue par la Conférence des évêques et par la Conférence des religieux et religieuses de France. La SIAZ a mis au jour une proportion de personnes, de Français qui disent avoir été abusés quand ils étaient mineurs considérable. Donc à la fois dans l'Église, mais dans leur famille, mais aussi dans le sport, mais aussi dans toutes sortes de milieux. Et là, nous découvrons depuis quelques années une sorte de violence dans la sexualité qui mérite un travail de toute la société. Le mouvement MeToo le dit. Ça veut dire que aussi. vous saluez cette nouvelle transparence aujourd'hui, y compris au sein de l'Église, mais vous considérez en tout cas que ce n'est pas un problème lié au célibat ou à la chasteté. Pour vous, ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'il y a des facteurs propres à la vie dans l'Église, en particulier à la position du prêtre dans l'Église et aussi, il faut bien le dire, dans la société. Donc là, il y a vraiment toute une question position d'autorité, de morale. C'est une question d'autorité qui se transforme en pouvoir, et le pouvoir se transforme facilement en domination. On s'en rend compte avec horreur, je dois dire, et ça demande de notre part beaucoup de lucidité, mais on constate aujourd'hui, on ne peut que constater que les mêmes phénomènes se vivent dans toutes sortes de secteurs, celui de la politique, celui du sport, celui des médias, celui du cinéma, partout, dans tous les domaines de la société, nous sommes devant cette réalité. Et aujourd'hui, c'est un fait de civilisation. Aujourd'hui, les personnes victimes parlent. Et aujourd'hui, des faits qui étaient visiblement portés, en particulier par des femmes, en serrant les dents et en se résignant, eh bien aujourd'hui, ces faits sont dénoncés. Et je le considère que c'est un progrès. Vous dites ce matin à tous ceux qui nous écoutent, s'il y a eu des faits, qui que ce soit doit parler? Je ne dirais pas qu'une personne victime doit parler, parce que la parole de chacun lui appartient. C'est très difficile de parler. Pour avoir rencontré un certain nombre de personnes victimes, je sais qu'il ne faut pas croire que parler soulage immédiatement. Raconter ce qu'on a subi, c'est le revivre. Raconter ce que l'on a subi, c'est dévoiler qu'on a été en position de faiblesse. Il faut respecter le temps des personnes victimes. Et un des enjeux pour notre société, c'est de créer des lieux d'attention, des lieux d'écoute, où les personnes victimes puissent parler pour de vrai. Et comme je le disais tout à l'heure, il est frappant concernant l'abbé Pierre que tant de biographes se sont intéressés à lui, tant de cinéastes ont fait des films sur lui, sans que jamais une personne victime n'ait pu se sentir autorisée à parler réellement. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous nous le révélez donc ce matin, vous saisissez la justice. D'ailleurs, ont-ils commencé à vous répondre, puisque vous dites que vous avez fait ce signalement? À ma connaissance, nous avons déposé ce signalement mardi. Je ne crois pas que nous ayons encore eu une réponse. Une dernière question. Vous avez entendu la déclaration de politique générale de François Bayrou. Il n'a pas mentionné la loi sur l'euthanasie. Certains, comme Yaël Braun-Pivet, s'en désolent. Est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui? En tout cas, pour ma part, depuis des années que l'on parle de ce sujet, ce que j'essaie de dire, c'est que le plus important, c'est de reprendre le projet de notre hôpital. Et en particulier, il y a tout un travail à faire sur les soins palliatifs
Et sur la culture palliative, il ne suffit pas de créer quelques lits de soins palliatifs. Il faut, dès le point de départ de la formation des médecins, les aider à prendre en charge la douleur et à l'accompagner réellement. On a aujourd'hui, semble-t-il, des moyens dont on ne disposait pas il y a quelques années. Il faut que cette culture pénètre tout notre système hospitalier. Et en fait, ce qui est en jeu, c'est quelle société voulons-nous? Comment est-ce que nous sommes prêts mutuellement à nous accompagner? Est-ce que nous sommes prêts à écouter les personnes victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, d'agressions sexuelles qui se dévoilent dans toutes sortes de lieux et de milieux? Est-ce que nous sommes prêts à accompagner les personnes malades jusqu'au bout de leur vie et à le faire dans les meilleures conditions possibles? Accompagner la souffrance. Merci en tout cas, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'être venu ce matin sur RMC Merci à pour cette Apolline première Malherbe. réaction donc, de l'Église aux dernières révélations contre l'abbé Pierre. Vous êtes à la tête de la conférence des évêques de France et vous nous le dites ce matin, vous avez donc saisi la justice. Merci à vous.